Ligne droite. Le grand réveil. Donald Trump a donc été réélu président des États-Unis hier contre toute attente, finalement, ou contre tout espoir pour ceux qui nourrissaient depuis des mois cet espoir de ne surtout pas voir ce qu'il nomme le fascisme remporter cette élection. Et justement, c'est le thème de cette émission. Quelles furent les réactions hier? Quelles seront-elles aujourd'hui dans la presse française et américaine? Et que va-t-il se passer désormais pour Donald Trump? On en parle avec 3 journalistes en direct des États-Unis. Julien Tellier qui nous rejoint, Radouane Kourak et Alexis Tarade. Merci à tous les 3 de ne pas vous être couchés encore ou de vous être réveillés en pleine nuit. Alors peut-être dites-nous où vous êtes. On va commencer par vous, Alexis Tarade. En Floride. Bonjour à tous, et je suis en Floride, exactement à Naples. Excellent. Radouane Kourak. Bonjour Maud, moi je viens de me réveiller, je suis à Washington. Ok, il est quelle heure chez vous? Il est 1h10. Ah oui, d'accord. Très bien. Et Julien Tellier qui nous rejoint. Alors Julien, vous avez bougé depuis hier. Hier, vous étiez à Times Square. Vous êtes où aujourd'hui? Et maintenant, je suis dans l'Ohio. Bonsoir, Maud. Enfin, bonjour à vos auditeurs et bonjour à vous. Ça va bien se passer. Donc merci encore à tous les 3 d'être avec nous ce matin ou ce soir. D'abord, j'aimerais revenir sur la façon dont vous avez vécu respectivement cette élection américaine, les heures qui ont bien sûr précédé cette élection, le résultat, et jusqu'à maintenant, peut-être, Alexis Tarade, je vous redonne la parole pour nous raconter. Alors déjà, je trouve que c'était très très calme ici en Floride. Il n'y avait pas un enthousiasme débordant. Les gens étaient extrêmement mesurés et on a juste vu dans les 24 heures qui ont suivi le vote, dans la journée même du vote, des gens commençaient à décorer leur voiture avec des drapeaux, avec bon voilà le candidat qu'ils soutiennent, en l'occurrence ici en Floride, principalement des soutiens de Donald Trump. Mais c'est juste dans ces 24 dernières heures, finalement, que les gens ont commencé à manifester un petit peu d'enthousiasme. Radouane Kourak, vous étiez en direct, il me semble, chez un confrère au moment où vous avez appris le résultat? Je faisais une émission avec Éric Morillo tout à fait en duplex de Washington. Washington, c'était très particulier puisqu'en fait, il n'y avait que des journalistes et des policiers. Il n'y avait personne. La ville était fantôme, objectivement. Et ce à quoi on s'attendait, en fait, on s'aperçoit que tout le monde s'est trompé. Les journalistes, les sondeurs, tout le monde s'attendait à obtenir des résultats, non pas la semaine prochaine, mais plutôt même à la fin du mois. On pensait que l'élection allait être complètement verrouillée, mais Donald Trump a complètement raflé la mise et les résultats ont étonnamment, on les a connus étonnamment très très tôt. Et Washington s'était préparé, il me semble, à des manifestations, voire à des émeutes. Oui, Et tout à finalement, fait. Mais c'était très très calme. Même j'étais au Capitole, le dispositif de sécurité du Capitole était particulièrement renforcé. Il y avait des barricades, il y avait des gendarmes un peu, enfin des policiers, pardon, un peu partout. Et il en était de même pour la Maison Blanche. Julien Tellier, de votre côté, comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est passé de manière assez calme, en fait. À New York, j'ai couvert l'élection dans un îlot républicain, dans une ville noyée par, si vous voulez, les démocrates. Et non, c'était très très bien passé, pas de débordement, à part des débordements de joie, évidemment, du côté républicain. Et des républicains confiants dès le début, en réalité. Dès les premiers moments, en fait, on a vu vraiment les conservateurs être de plus en plus ravis par les résultats et sauter de joie, en fait, au moment où la Pennsylvanie est tombée, dans le côté républicain, du côté républicain pour Trump. C'était plié. Pour tous les républicains, ce soir-là, ça y est, c'était joué, et ils savaient Oui, que Trump avait raflé la mise. on nous prédisait une attente de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Finalement, pas du tout. Les résultats sont tombés très rapidement. Ça fait pas encore exactement 24 heures que Donald Trump a été élu président des États-Unis. Mais j'imagine qu'entre-temps, vous avez croisé quand même des Américains. Vous êtes peut-être sorti un petit peu pour entendre. En fait, est-ce que les Américains en parlent? Quelle est l'ambiance là actuellement aux États-Unis, Alexis Tarade? Écoutez, c'est assez surprenant. Tout ce qui a été dit avant par vos correspondants, je le partage. Je me souviens d'une petite vidéo qu'on avait tournée ensemble où j'étais à Tampa, en Floride, où j'interrogeais un petit groupe de Trumpistes qui manifestaient à la sortie d'un meeting des démocrates et qui, eux, s'attendaient à des résultats
sur du long terme, éventuellement volé, qui disait oui, il y aura sans doute des manifestations. Finalement, il n'y a rien eu de tout ça. Le résultat a été éclair, je dirais magistral pour le candidat Trump, c'est un raz-de-marée. Et donc, du coup, c'est un résultat incontestable qui a poussé notamment la candidate Kamala Harris aujourd'hui à reconnaître le résultat, donc et à même parler d'une passation de pouvoir qui sera faite de manière pacifiée. Donc, finalement, tous les pronostics, que ce soit sur la durée de l'obtention des résultats, que ce soit sur le caractère des manifestations ou pas, rien de tout ça a eu. Et puis les Américains, aujourd'hui, sont repassés à une vie, finalement, la vie d'après. Cette élection est extrêmement surprenante, finalement, sur plein d'égards. Radouane Kourak. Vous vous doutez bien qu'à Washington, c'est un peu la soupe à la grimace, ces grandes villes qui sont des villes plutôt démocrates. Et je pense que Julien, qui était à New York, le partagera. Le réveil a été compliqué pour les habitants de Washington comme pour les habitants de New York. Mais hier, je faisais un parallèle sur CNews. En fait, c'est l'Amérique profonde qui vote pour Donald Trump. Les grandes villes, New York, Washington, étaient à fond derrière Kamala Harris. Mais il y a un parfait décalage, en fait. Ça nous fait beaucoup penser à la France, entre Paris qui soutiendra des élites européistes, fédéralistes, macronistes et que sais-je, et la France de la Creuse, la France de la Meuse, celle de la Bourgogne, qui elle est beaucoup plus enracinée et qui soutient des candidats à l'extrême inverse. Bon, aux États-Unis, c'était exactement la même chose. Donc à Washington, non, les gens ne sont pas satisfaits du résultat. Julien Tellier, j'imagine que vous confirmez ce que vient de dire Radouane. Tout à fait, j'ai un exemple assez parlant. Ce matin, à New York, nous avons croisé un homme qui portait un sweatshirt dans la rue et où il était inscrit Trump Vance. Mmh. On peut le voir comme une sorte de provocation. En tout cas, il était content, lui, du résultat de la nuit passée. Et il s'est fait insulter. Il se faisait insulter. En fait, on l'a interrogé. On lui a demandé, voilà, pourquoi il portait ce t-shirt, pourquoi il est habillé de la sorte. Et il s'est fait insulter de sale type, etc., de sale soutien de Trump et tout, de fasciste. C'est très particulier à New York, en tout cas, les gens étaient, c'était vraiment la soupe à la grimace, quoi. C'était la soupe aux cailloux à la grimace. Mais dans l'Ohio, les gens étaient évidemment ravis, et je reviens juste sur la notion en tout cas les classes populaires contre les élites. Si vous voulez, il y a un militant républicain qui nous expliquait que les États-Unis, en tout cas la majorité des États aujourd'hui, c'était une tarte à la framboise avec quelques myrtilles perdues. C'est l'image, vous voyez, en fait, ces cartes rouges avec les grandes villes principalement, effectivement, voilà, les petits territoires bleus, les comtés bleus, perdus au milieu de la vague rouge qui a tout emporté, en fait. Comment expliqueriez-vous, vous qui êtes sur place en plus, le fait que les sondages, les pronostics se soient complètement plantés, à la fois les médias, les sondeurs et peut-être même l'opinion publique, en fait, parce que quand on en parlait, alors après nous on a le prisme européen, français, donc on a une presse aussi qui prenait parti, évidemment. Mais comment vous avez vécu cette espèce de fracture, pour le coup, entre ce qui était dit et ce qui s'est passé, Alexis Tarade? Je l'explique pas parce que toutes les personnes avec qui je parlais depuis une semaine, qu'ils soient républicains, démocrates ou voilà, tout le monde avait cette impression que c'était une élection qui serait extrêmement serrée, où il y aurait vraiment une importance de chaque vote. Encore une fois, quand on interviewait des Américains trumpistes, eux avaient véritablement peur de se faire, je reprends leurs mots, voler l'élection comme lors de la dernière fois. Donc, personne ici, en tout cas en Floride, des personnes que j'ai interrogées, avec qui j'ai dialogué, n'imaginait ce raz-de-marée qu'on a vécu. Alors, comment l'expliquer? Là, je pense qu'on est dans un phénomène vraiment atypique de cette élection. C'est une élection atypique à plein d'égards, hein, d'ailleurs, sur ces enjeux, que ce soit nationaux, que ce soit sur ces enjeux internationaux, mais également, finalement, sur la modalité ou du moins le déroulé de son élection. Voilà. Radouane Kourak, est-ce que sur place on s'attendait quand même à une victoire de Donald Trump, ou est-ce qu'il y avait effectivement toujours ce doute
exprimée par les médias et autres. Il y avait un réel doute. Moi, je pense Donald Trump a gagné. Je pensais que Trump allait gagner. J'étais assez confiant, mais je me disais que Kamala Harris avait quand même des chances de gagner. Et c'était assez partagé aux États-Unis. C'est pas comme en France où vous avez 12 candidats, il y en a un qui se détache et qui l'emporte au second tour. Les États-Unis, c'est un système qui est très particulier, bien qu'il y ait plusieurs candidats qu'on ne connaît pas en réalité. Tout est concentré sur les deux gros candidats. Et cette concentration fait qu'il y a une incertitude qui plane. Moi, je pensais que Kamala Harris ferait quand même un meilleur score. Puisque là, Donald Trump écrase clairement Kamala Harris. Mm. Et je pense que même les plus fervents supporters de Donald Trump ne pensaient pas que la victoire serait aussi grande. Ouais. Julien Tellier, est-ce que vous avez eu accès à la presse aujourd'hui ? Alors écoutez, pour trouver de la presse papier aux États-Unis, c'est un enfer. Tout passe par le digital, Ouais. le numérique. Mais oui. Alors c'est évidemment pas des grandes unes avec le portrait de Donald Trump, un Donald Trump triomphant qu'on voit, mais les journaux restent assez prudents. J'en ai pas malheureusement avec moi. Pour tout vous dire, ils sont restés dans ma voiture. Mais mais non, les journalistes restent très prudents sur leur une. Ouais, c'est pas à la Évidemment, française, quoi. non, pas du tout. Non. Mm. Et pour revenir sur votre précédente question, Maud, Oui. effectivement, les républicains étaient. Alors évidemment, je pense que ça dépend de certaines régions des États-Unis. Mais les républicains étaient assez confiants dans l'Ohio. Puisque ils ne se considèrent même plus comme swing state aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plus un État qui peut basculer du côté démocrate ou républicain à tout moment. Ils se considèrent comme plutôt acquis aux républicains aujourd'hui, et ça ils l'ont encore prouvé. Mais effectivement, il y avait une vraie peur de se faire voler l'élection. L'élection, je reprends ces termes-là. On voit que c'est tout l'inverse, et je remarque aussi qu'il y avait un certain tabou à voter Trump. À New York, c'est évident, mais même dans l'Ohio, dans certains comtés extrêmement républicains, il y a un tabou Trump. On ne le Trump revendique aujourd'hui, on ne le revendique. Non. En tout cas, certaines personnes ont vraiment du mal à en parler. C'est un tabou. C'est comme voter Le Pen en France, vous voyez. Ça m'a vraiment fait cette impression-là. Et c'est assez curieux. Je pense qu'il y a eu un réveil aussi, une mobilisation. C'est ce que certains républicains m'ont expliqué. Il y a un réveil de dernière minute, peut-être des gens qui se sont sentis blessés par les propos de Tim Walz, le colistier de Madame Harris, qui a traité les Trumpistes, ou en tout cas les votants, les électeurs de Donald Trump de garbage. Vous savez, c'est des ordures. Oui. Voilà. Oui, d'où le jeu ensuite de Donald Trump dans un camion, dans un camion poubelle. Exactement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a gagné la guerre des images. Alexis Tarade, est-ce que vous avez eu accès à la presse papier ? Est-ce que vous avez pu lire des unes ? Comment c'est traité là-bas l'information de l'élection de Donald Trump ? De la même manière que votre correspondant, aujourd'hui tout est digital. Donc j'ai regardé effectivement les médias, que ce soit sur mon téléphone ou à la télévision. Voilà, encore une fois, ce qui est vraiment singulier dans cette élection, c'est que on est passé à autre chose. Maintenant, on avance. C'est Trump qui est président et les médias partent sur ce postulat et on commençait à avoir une mise en place des thèmes qui seront les thèmes du futur président Trump désormais. Et ils sont déjà passés à autre chose. Alors bien évidemment, ils ont relayé aujourd'hui la conférence de presse de Kamala Harris, mais ils sont déjà en train de dialoguer de ce que va être l'après-vote, tout simplement. Et là, c'est un point important pour Donald Trump, puisque il a été élu président, bien évidemment, mais les républicains ont gagné le Sénat et ont gagné la House. Donc maintenant, Donald Trump a tous les pouvoirs, donc il a toute la latitude pour pouvoir mettre en place ses idées et y aller du travail. Radouane Kourek, qu'est-ce qui va se passer là concrètement pour Donald Trump dans les prochaines heures, les prochains jours ? Sa prise de fonction a lieu en janvier. D'ici là, comment ça se passe pour le nouveau président des États-Unis, pardon ?
Ah, écoutez, ça se passe que déjà il y a quelques heures, il a échangé au téléphone avec Kamala Harris. C'est quand même une étape importante. Elle reconnaît sa défaite. Il n'y a pas tout le tumulte qu'il y a habituellement lors des élections. Je pense que Trump va progressivement revenir avec un agenda d'annonce. Moi, j'ai pris le temps un peu de lire la presse américaine depuis hier, par exemple. C'est très frappant parce que la presse est réellement fragmentée en deux. On a d'un côté le New York Times qui est tout de même étonnamment quand même assez neutre, qui parle d'un retour remarquable de Donald Trump, le New York Post, qu'il qualifie de King of all comebacks. Et d'un autre côté, on a des journaux parfois internationaux, mais très influents comme le Guardian, qui sont aux États-Unis, qui eux parlent du retour d'un criminel condamné qui finalement n'a ni plus ni moins que battu le système qui voulait le condamner. Donc je pense que progressivement, Trump va se représidentialiser, même si Trump est un habitué des controverses, même du temps où il était président. Et ce dont on risque ou pas risquer d'ailleurs, ce qui va sans doute se passer dans les prochaines heures, c'est que Trump va s'afficher, il va travailler avec les gens qui l'entourent. Je pense à Kennedy, qui devrait vraisemblablement être son ministre de la Santé. On parle d'Elon Musk, qui pourrait occuper des fonctions économiques, notamment comme auditeur au sein d'un organe de l'État de contrôle des finances publiques. Donc Trump va progressivement afficher sa feuille de route, mais surtout afficher les personnes avec qui il tiendra cette feuille de route. Il y a 2 ans, le Parisien titrait ces deux Amériques qui ne se parlent plus, de l'importance de garder les archives, avec d'un côté Donald Trump et de l'autre Joe Biden. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous constatez cette fracture? Là, vous venez de parler, par exemple, d'une fracture dans la presse, Radouane Kourak. Julien Tellier, par exemple, est-ce que vous la vivez, cette fracture En plus, vous avez un peu traversé les États-Unis. Donc, Et alors écoutez, j'ai assisté tout récemment, c'était la veille des élections, enfin la veille de l'annonce des résultats, à un dîner entre deux grands électeurs de l'Ohio, un démocrate et un républicain, qui en fait traditionnellement, cette tradition-là, avant chaque élection présidentielle, ils se voient et ils dînent ensemble dans la fraternité, en tout cas dans un échange intelligent. mm. Et il m'expliquait que ça se faisait de plus en plus rare, que cette tradition-là, c'était une tradition qu'ils essayaient de conserver et que eux-mêmes n'avaient pas de mal à poursuivre. Mais il m'expliquait que sur le terrain, entre militants, c'était beaucoup plus compliqué. Effectivement, aujourd'hui, comme je vous le disais, être Trumpiste, c'est quelque chose d'assez mal vu et encore plus par les démocrates. Et il y a toute une hystérisation Ouais. autour de ça, et donc le ton monte vite et les gens peuvent assez vite s'énerver en réalité. Et il y a vraiment deux visions qui se confrontent aujourd'hui, deux Amériques, ça c'est évident. Eh bien, merci beaucoup. J'ai pas le temps de vous poser la question, Alexis Sarad, Radouane Kourak, mais on en reparlera certainement. En tout cas, bonne nuit, je crois, à tous les trois. Merci beaucoup d'être intervenus ce matin sur Radio Courtoisie.